Wir selbst haben Landwirtschaft zu Hause. Nous-mêmes, Das heißt, der on Boden a ist mir kein Unbekannter, de la biologie chez nous. Donc aber er ist nicht die einzige Gefahr für unsere Wälder. Nur jeder vierte Baum in Deutschland tous les 4 arbres en Allemagne sont nachdenklich, en forme. vor allem wenn man auch bedenkt, welchen C'est pas wertvollen très bien CO2-Speicher unsere euh, Wälder darstellen. parce que surtout quand on réfléchit à combien de CO2 est stocké dans les forêts. Problem wäre gelöst. On pourrait planter plein de Aber wie nouveaux arbres, mais oft das eben so est-ce einfach que möglich c'est und aussi machbar ist simple und wie es unseren Wäldern eigentlich geht, et comment nos forêts sont? erzählen. Euh, Kirsten, schön, dass du da bist. Kirsten ist Kirsten, cool que tu Wissenschaftlerin sois und là. Geografin. Elle est Sie géographe promoviert aktuell et zu dem elle Thema promouvoit Anfälligkeit und Regenerationsfähigkeit von Wäldern. et elle promouvoit l'observation de Höhe, forêts ein bisschen weiter. normalement. Euh, Und sie hat den Förderpreis für et Bachelor- und Masterarbeiten im Nationalpark elle a le prix national de, Wir freuen uns, dass du da bist. de Uns auf deinen travail Vortrag. master. Ich würde sagen, großen Applaus für Et un grand applaudissement pour Kirsten. Unsere Wälder Nos forêts brûlent. Au Canada, l'année dernière, on a plus de 18 millions d'hectares de forêts qui ont brûlé. Et l'Amazone, la forêt amazonienne, a eu les pires forêts, les pires brûlures de forêt depuis des années. Et en Harz, il y a beaucoup d'arbres qui sont morts. Et ça montre comment c'est vulnérable. Et en même temps, on a le changement climatique qui est devant la porte. On a l'année la plus chaude depuis très longtemps, avec des conséquences pas qu'en Allemagne, mais aussi dans tout le monde. Ça veut dire qu'on doit faire quelque chose. Et dans tout ce chaos, il y a toujours des voix qui disent « Oui, on pourrait juste planter des arbres et contrer tout ce fiasco. » Et c'est ce que font pas que des entreprises privées, mais aussi tous des États entiers ou des unités d'État, comme l'Allemagne qui a fait le Challenge Bonn pour refaire des millions d'hectares pour contrer le changement climatique. Mais comment tout ça, ça va ensemble? Est-ce que les arbres sont le problème ou la résolution du problème? Quel est le rôle des forêts dans ce changement climatique, dans cette crise climatique? Je peux vous dire que les arbres ne sont pas les héros dans cette histoire, mais on ne pourrait pas parler des forêts, du changement climatique, sans dire que les forêts sont un point très central. Et pourquoi j'aimerais parler de ça? La motivation de cette session vient principalement de vous, de la communauté Chaos. Mais quand j'ai parlé avec quelques-uns d'entre vous dans les congrès des années précédentes, j'ai remarqué que j'ai dans les têtes de certains d'entre vous des images de mon travail et ça ressemble un peu à ça. La recherche d'un signal dans des forêts et c'est ce qu'on a assez pas très souvent. Et mes amis pensent que je fais de la randonnée tout le temps et que je suis payé pour ça. Et ma famille pense que je suis avec un appareil GPS et je mesure quelque chose dans la forêt. Et ce que je fais, mais ce que je fais vraiment, c'est que je suis devant l'ordinateur en train de bouger des lignes de code à droite à gauche en espérant que quelque chose se passe. Et ce que je fais vraiment, c'est que je vais dans des parties de forêt qui sont pas forcément regardées de la même manière d'autres gens et comment elles interagissent avec notre management. Donc je sais comment fonctionne une forêt, mais je suis pas non plus une experte dans la reforestation ou comment la balance de CO2 dans une forêt. Mais je suis de l'opinion que ce sujet ait plus d'attention. Ça devrait pas être aussi difficile. Et j'aurais pu le savoir j'aurais pu mieux savoir. Quand on parle de forêt, on parle aussi beaucoup d'humains. Quand on a des humains dans le système, ça devient très complexe. Et
Les systèmes écologiques, c'est aussi, encore une fois, plus complexe. Donc la combinaison des deux, c'est pas très facile. On n'a pas une réponse très facile. Ce qui est bien, c'est que vous n'êtes pas là pour ça. On va commencer par l'épisode 1, la menace sombre. C'est ce que vous êtes pensé, c'est la crise écologique. Et la crise écologique, c'est un procès principal, c'est le cycle de carbone. C'est ce qu'on veut essayer de refaire quand on plante des arbres. On veut savoir ce qui se passe vraiment. Donc, ce qu'on va regarder maintenant, c'est d'où vient la carbone. Donc, on a les réserves fossiles de l'huile et du gaz. Ensuite, on a l'océan et les écosystèmes aquatiques qui sont liés, qui contiennent également beaucoup de carbone. Ensuite, on a toutes les réserves terrestres, donc la carbone conservée dans la végétation, le permafrost et dans les sols. Donc là, bien sûr, vous voyez, ça tient pas trop la route parce que, bien sûr, quand on se dit que les arbres contiennent beaucoup de carbone, mais en vrai, les super-héros, c'est les sols qui retiennent beaucoup plus de carbone, mais qui sont très étroitement liés aux forêts et aux écosystèmes autour de ça. Une grande partie de ça, par exemple, revient sur le compte des morts. Ce ne serait pas un cycle s'il n'y avait pas de fluctuation de A à B. La plus grande de ces fluctuations se fait par les humains, donc par les réserves fossiles qui sont brûlées. Mais il y a aussi des fluctuations à cause de l'utilisation des terrains, donc par exemple la destruction des forêts. Donc là, la carbone n'est plus contenue là où elle était contenue auparavant et du coup, elle doit partir autre part. Une grande partie de cette carbone, des émissions, reste dans l'atmosphère et c'est aussi là où il cause le plus de problèmes parce qu'ils sont entre autres causes du réchauffement climatique. Ensuite, il y a une partie qui est reprise aussi par les forêts. En tant qu'êtres humains, on influence ce cycle et du coup, on peut le manipuler. On va se concentrer pour le reste de la présentation sur les parties terrestres. Donc, même malgré le fait qu'il y a beaucoup plus, on va se concentrer sur ça. Le but primaire, bien sûr, serait de réduire les émissions le plus possible pour qu'on ne doive pas... Pardon. Donc il faut mettre fin à la déforestation qui a déjà été réduite depuis les années 80, comme vous voyez sur la présentation. Il y a même le montant de forêt qui a cru ces dernières années, mais en même temps, on produit beaucoup plus d'émissions et on perd les moyens de conserver ces émissions de carbone. Ce n'est pas le cas seulement en Europe et ce n'est pas nécessairement par la déforestation illégale, mais c'est vraiment à travers l'agriculture que se fait la plupart de ces émissions. Ici, il y a 3 produits qui font la plupart de ces émissions. Il y a le soja, les bœufs, des vaches. Pardon. On a eu quelque chose de similaire il y a quelques centaines d'années en Europe. C'est pour ça que toute l'Europe devrait être remplie de forêts. Et une grosse partie est aussi accélérée par le marché international. C'est-à-dire que le soja est importé du Brésil en Europe. Et ici, on l'utilise pour faire des
euh, Das ist ein Problem, weil wir exportieren damit sowohl den des animaux en masse. als auch die Entwaldung. On exporte on utilise la déforestation Gibt uns en aber masse, mais aussi la production en masse. ein über Ça nous met un levier dans la main über parce qu'on Stichwort peut, Lieferkettengesetz und Entwaldungsverbote parce qu'on peut hinaus décider des, beeinflussen können. on peut influencer cette déforestation directement parce qu'on a un levier dans la main. Natürlich L'autre levier qu'on a dans la main, c'est de changer ce flux de CO2. On peut prendre un mécanisme qui est utilisé par la nature, les émissions négatives faites par la nature, la photosynthèse. Une des bases de quasiment toutes les plantes. On peut utiliser quelques exclure. C'est qu'on utilise le bois et les transformer en des produits en bois à longue durée, par exemple des maisons. Et sinon, faire un management de forêt meilleur pour qu'ils gardent plus de CO2. Et sinon, on se concentre sur l'augmentation de la forêt parce que ça stocke beaucoup de CO2. Donc ça veut dire que nous, on influence ce cycle, mais c'est aussi influencé par d'autres choses, des disruptions naturelles, des brûlures, des glissements de terre et même des orages. Et ça va être là, c'était là, ça va être là pour toujours. Je connais pas beaucoup de cas où ça a vraiment marché de les prévenir. Donc, en soi, c'est pas un problème. Donc, on doit établir un concept de base. Les arbres morts, ça veut pas dire que toute la forêt est morte en tant qu'écosystème. C'est pas très intuitif parce que quand on parle de forêt, les endroits où on a grandi, on revient en tant qu'adulte, on peut pas trop imaginer que ces forêts ne seront pas là. Ça veut aussi dire, mais c'est aussi parce que les forêts ne marchent pas sur la même échelle de temps que nous hommes et que ces écosystèmes, comme nous humains, vont mourir à un moment. En gros, c'est pas forcément un problème, mais on peut revenir à un stade plus tôt de cette forêt pour le remettre dans un état où il peut se régénérer dans une forêt comme on la connaît. Vous connaissez tous ces nouvelles où les... Zu der Zeit hatten viele Menschen wirklich Angst, dass wir diesen Wald, den wir ja kurz vorher erst im Nationalpark Cette forêt qu'on a mis sous protection il y a pas longtemps, qu'on a perdue maintenant pour de vrai. On a dit les forêts continuent à pousser, mais quand on a des disruptions de Boostrich à cette échelle. Mais quand on ne fait rien du tout, on peut donner une réponse à ça. 30 ans plus tard, on peut revenir en arrière. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Et dans cet aspect-là, j'ai une bonne nouvelle. La forêt repousse. Et elle le fait sans qu'on fasse grand-chose. Ces données viennent du parc national où personne a vraiment planté quoi que ce soit. Et on voit aujourd'hui la forêt de Bavière ressemble à ça. Et j'aimerais bien dire que dans l'art, ça va peut-être ressembler à ça un jour. C'est-à-dire que la forêt n'est pas fichue. On peut apprendre quelque chose. La forêt est un moyen de stockage de CO2. Ça veut dire que la forêt, elle augmente, elle grandit. Après, on a une disruption, on a une catastrophe. Ça veut dire que du CO2 est libéré dans l'atmosphère. Mais on voit aussi que pas tous les arbres meurent. Il y a toujours des petits groupes d'arbres qui peuvent survivre par miracle. On ne sait pas trop pourquoi. Et en partant de ça,
La forêt repousse. Dans les dans les premières décennies, elle prend le plus de CO2 parce qu'elle a le plus de ressources pour reprendre du CO2. Et après à peu près 30 ans, euh, les forêts ont beaucoup de CO2, comme des forêts qui n'ont pas été dérangées avant. Et ça veut dire que si on regarde des forêts dans un espace de temps très réduit, on peut pas dire grand-chose sur son stockage de CO2 parce on doit regarder ces forêts sur une durée plus longue. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas un bug, c'est une feature. C'est une bonne fonctionnalité au-dessus de ça parce que ça crée de la biodiversité. Ça fait des paysages de forêt et il y a des espèces qui peuvent s'établir qui ne pouvaient pas trop s'établir avant. Il y a même des organismes et des arbres de forêt qui font une coexistence qui est en produisent une. Par exemple, cette espèce d'arbres ont besoin d'intensité de feu pour pouvoir se propager, pour que cet arbre puisse se régénérer. Tout ça, ça se passe en contexte du changement climatique. Et oui, quand des arbres sont dérangés, le CO2 est libéré dans l'atmosphère et déjà ça augmente le changement climatique. Et déjà on est assez sûr que dans un climat assez plus chaud, il y a plus de disruption climatique. Donc on a un feedback loop, un cycle de feedback plus grand. C'est-à-dire que s'il y a un pays pauvre, la forêt pourra brûler plus longtemps et plus facilement. Et même les bostries peuvent plus se propager et faire un plus grand dégât. Mais si c'est vraiment un problème pour la forêt en tant qu'écosystème, est une question à laquelle on n'a pas encore de réponse vraiment. La réponse peut différer de région dépendant où on se trouve dans le monde. Et il y a aussi de différentes disruptions qu'on ne connaissait pas avant, donc on ne connaît pas encore les conséquences que ça a aussi pour l'écosystème. Et on ne sait pas non plus ce que nous, en tant qu'êtres humains, on peut faire pour soutenir la régénération de la forêt. Mais vu la diversité croissante des disruptions, il y a aussi beaucoup moins de certitude sur ce que nous, on peut faire. Et du coup, on vient au deuxième épisode. Bon, alors on voit que c'est assez complexe, mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Combien de CO2 peut-on garder en plantant des arbres? Donc là, je vous ai apporté des chiffres de l'IPCC, qui est une commission internationale qui fait de la recherche sur le changement climatique. Et du coup, elle voit le potentiel pour environ 3,9 gigatonnes de CO2 à travers la réforestation. Ces chiffres ne disent pas grand-chose quand on ne les met pas en relation, donc on va voir toutes nos émissions par année, les voilà. Ce qui est assez clair, c'est que l'idée de juste planter des arbres pour réussir à mettre fin au changement climatique, bien évidemment, ça ne marche pas. Même si on faisait le maximum des choses possibles, il n'y a toujours aucune chance pour vraiment garder ou rattraper les émissions qu'on a déjà causées ici. Même si on faisait 20 fois plus, entre genre la version minimale et la version maximale, il y a une différence d'un facteur de 20. C'est parce qu'il y a beaucoup d'imprévus et aussi beaucoup d'insécurité. Donc, on ne sait pas combien ça coûte, par exemple, pour la réforestation d'un endroit donné, ni même des territoires à disposition où on ne sait vraiment pas trop
ce qu'on peut faire. Là, actuellement, on se trouve à 1,9 gigatonnes de CO2 par année, ce qui n'est pas mal, mais ce qui est aussi toujours aussi loin euh, de ce qu'on pourrait faire. Et donc, j'aimerais vous accompagner pour voir pourquoi on n'a pas encore fait beaucoup plus. Donc là, vous voyez sur la présentation un dialogue entre deux robots sur pourquoi les humains ne font pas assez pour la réforestation. Evox wären großartig in diesem ganzen Kontext. Ich wäre auf jeden Fall ein großer Fan. Pourquoi est-il aussi compliqué de planter une forêt? Une raison, vous la connaissez déjà, c'est la question de la non-permanence. Juste parce qu'on avait planté une forêt, ça ne veut pas dire qu'elle résiste et qu'elle restera aussi. D'un côté, il n'y a aucune garantie que dans quelques années, il n'y ait pas quelqu'un qui vienne et qui souhaite construire une route, par exemple, justement dans cette forêt. Il y a aussi les conditions de l'environnement de la forêt. Par exemple, le albédo qui décrit la relation de l'énergie solaire ou de la lumière solaire qui vient sur une forêt et celle qui est reflétée et la partie qui est absorbée. Des forêts absorbent beaucoup d'énergie solaire, ce qui veut dire que si on plante des forêts dans des territoires plus clairs ou qui sont moins sombres, il faut aussi calculer cette partie de albédo qui peut s'inverser. Donc à la fin, qu'on ait un effet de réchauffement au lieu de refroidissement, malgré le fait qu'on ait une forêt, juste à cause du terrain. Ensuite, il y a aussi des questions sur la réforestation et la forestation en général, qui sont très souvent mélangées ensemble. Un des deux veut dire qu'on replante une grande forêt où il n'y en avait pas encore avant, ou bien qu'on remet en forme une forêt existante. En Afrique du Sud, il y a par exemple des plantations de environ 1,2 million d'hectares. Mais ça a été construit, ce qui n'est pas mal, mais en même temps, il y a énormément de terrain qui a été détruit par des feux. Et du coup, malgré le fait qu'on ait plus de plantations, c'est aussi plus de terrain qui peut brûler et qui peut aggraver les disruptions causées par ces brûlures. Et il y a eu justement une interaction entre les dangers et l'environnement pour les forêts. Donc, il y a des raisons pour lesquelles il n'y avait pas de forêt dans ces endroits avant. Parce qu'il y a des conditions qui changent et les forêts sont peut-être même une bonne idée. Mais un autre sujet, c'est les forêts naturelles et des plantations. Et je vous ai donné un exemple du Chili. Le Chili a aussi mis beaucoup de ressources pour reforester une grande partie du pays. Beaucoup pour des raisons économiques, parce que le bois est allé dans l'industrie, mais aussi parce que ça doit être bien pour le climat, cool. On plante des arbres, ça enlève du CO2, c'est cool. Mais aussi le Chili a eu beaucoup de problèmes avec des feux de forêt. Et du coup, on s'est posé des questions. Est-ce que les forêts au Chili, c'est des sources de CO2 ou des sources de stockage de CO2? Et du coup, le gouvernement a fait un bilan de ce stockage de CO2 et l'a séparé en plantation et en forêt naturelle. Et c'est le X, l'axe X, l'axe Y, c'est la balance en CO2 et
les forêts naturelles, il n'y a pas beaucoup de CO2, mais les plantations, c'est plutôt des sources de CO2. C'est probablement surtout parce que les plantations brûlent beaucoup plus, parce que ils sont dans des endroits où avant il n'y avait pas de biomasse naturelle. C'est-à-dire que le forêt s'est arrêté là-bas parce qu'il n'y avait pas de choses où ils pouvaient brûler. Donc des paysages peuvent être déforestés rapidement et transformés dans des produits très à courte durée de vie, comme le papier. Le Chili a compris ça maintenant et plante plutôt des arbres dans des systèmes naturels. Il y a aussi d'autres raisons pourquoi à certains endroits il n'y a pas d'arbres. Et c'est parce qu'il y a des personnes qui travaillent et vivent là-bas. C'est-à-dire que si sur ces endroits on plante des arbres, ça peut arriver que ces fermiers disent bah, je vais autre part. Et dans un cas pas très bien, ils enlèvent une forêt pour pouvoir refaire de l'agriculture. C'est surtout dans le cas d'écologie subventionnelle. C'est assez compréhensible pour des gens qui plantent sur ces endroits, sur ces terrains. Et quand on dit bah, on veut garder ces forêts pour garder le CO2, ils se disent bah, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Le terrain, c'est une ressource limitée et elle est utilisée. Quand on veut dire on veut faire quelque chose de différent, on a toujours des conflits et des complications et il faut qu'on y réfléchisse. Quand il se passe quelque chose d'un endroit, il peut se passer quelque chose d'un autre côté et on ne gagne pas de bénéfices. Vous voyez que planter des arbres juste comme ça le fait pas vraiment. Et à propos de planter des arbres, il y a toujours des initiatives. On a fait tellement de millions de plantations. Et ma question, c'est, ouais, cool, mais combien d'entre eux ont survécu? Et il y a énormément de projets d'initiatives qui plantent des millions d'arbres, mais après qui font pas de bilan et qui surveillent pas combien d'arbres survivent. Et si tout le monde, ils sont tous morts et qui sont mangés par des animaux, on n'a rien gagné. Parce que c'est la forêt qui vit de ça et pas et qui stocke le CO2 et pas le nombre d'arbres plantés. C'est par rapport à combien d'air, de forêt et de bois après. Après, on se dit un peu, c'est un peu bizarre, est-ce qu'on va le faire vraiment? Et moi, j'aimerais bien souligner que les forêts, c'est le mécanisme qu'on comprend le meilleur pour enlever du CO2 de l'atmosphère et c'est aussi le moyen le moins cher. Donc, c'est vraiment peut-être assez intelligent de planter des forêts. Et on a besoin d'argent pour ça. Et dans tout ce brouhaha, il y a le concept qui s'est établi, les certifications. Le concept, c'est on a une entreprise ou des individus qui font des émissions de CO2. Et ils essayent de le réduire le plus possible, mais la plupart du temps, il en reste un peu. Ils payent un autre partie qui reforeste une aire spécifique. De ça, il y a une forêt qui pousse, qui stocke le CO2. Et on peut contrer les émissions avec ça. Dans un monde surréel, ce serait un concept super bien, mais on ne vit pas dans un monde idéal. Vous pouvez sûrement comprendre que à certains points, ça peut être mal utilisé. Il faudrait que par cette forêt, par ces plantations, il devrait qu'il y ait une forêt qui pousse, qui stocke ce CO2. Et ces individus qui payent pour planter, ils doivent aussi travailler pour réduire leurs émissions, parce qu'on se rappelle, on peut planter autant d'arbres qu'on veut. Si on ne réduit pas nos émissions, ça sert à rien. Tout ça, ça peut être frustrant ou dévisionnant. Donc on va commencer avec épisode 3, un nouvel espoir. Et dans le contexte, j'aimerais dire que j'ai toujours parlé de forêt en tant que conserveur de CO2, mais une forêt, c'est beaucoup plus que ça. C'est un habitat
pour énormément d'animaux. Elles garantissent à énormément de monde l'accès à l'eau douce. Beaucoup de terrains ne seraient pas habitables si on n'avait pas des forêts qui protégeraient notre infrastructure. Et les forêts nous fournissent aussi le bois, qui est un matériel hyper durable et bien utilisable et très pratique. Et donc, il y a une bonne nouvelle, c'est que la forêt retourne. En Europe, dans les dernières 30 années, on a eu une croissance des forêts par environ 1900 km². Donc, ça correspond aux 3 États baltiques ou 75 fois la Sardonie. Et la bonne nouvelle, c'est que la forêt le fait sans que nous, on doive faire quoi que ce soit. Les 2/3 de cette régénération se fait de façon naturelle. Donc, ça veut dire qu'il n'y a jamais une personne qui serait allée et planter la forêt, mais c'est juste la forêt qui a repris le territoire qu'on lui avait volé. Et donc, il y a clairement des cas win-win malgré tout, qui nous fournissent aussi les bons sentiments ou bien des belles émotions, où on a replanté des forêts, on a fait une réforestation avec beaucoup de succès, qui respecte l'intégrité de l'écosystème, qui porte aussi des bénéfices à la population, donc qui a des avantages socio-économiques et qui effectivement mitige les émissions de CO2 et limite ou conserve ce CO2. Et donc, j'aimerais vous référer au Nature-Based Solutions Initiative, qui fait des recherches par rapport à ces projets, qui voit et évalue ce qui s'est fait dans ces projets-là et comment ça a fonctionné. Donc, pour finir, j'aimerais qu'on puisse se mettre d'accord sur quelques points. Un point est que la crise climatique est un problème aussi complexe qu'une réponse simple comme le fait de juste planter des arbres, bien sûr, ne pourra jamais suffire. J'aimerais aussi soulever que, de base, il s'agit d'un problème sociétal et non technique. Nous, on sait ce qu'on devrait faire, et puis notre devoir est maintenant d'alloger les ressources de la bonne manière pour résoudre ces problèmes. Donc avec ça, on peut construire une petite pyramide d'action, vu que ça semble être la tendance. La base de cette pyramide serait de réduire nos émissions fossiles. Parce que tout ce qu'on pourrait faire après ne suffira pas si on n'a pas fait ça. Ensuite, il faut qu'on évite le mieux possible la déforestation. Et ensuite vient le point de planter des arbres ou bien juste permettre aux forêts de se régénérer. Et finalement, on a toujours la possibilité, dont j'ai parlé, de transmettre du bois dans des produits durables pour mieux manager le tout. Pour permettre à ça, on a besoin d'un certain fondement. Premièrement, on parle ici d'argent, de beaucoup d'argent qu'il faut investir dans les bonnes initiatives aussi. Et là, il faut vraiment faire attention de ne pas faire du greenwashing, mais de vraiment investir cet argent dans des projets qui soient effectifs. Donc, j'aimerais vous rendre attentif de porter plainte aussi contre ce greenwashing. Donc, il y a une initiative qui fait ça sur le QR code. Ensuite, il faut avoir des standards communs qui nous permettent de bien évaluer les projets de réforestation et qui vraiment évaluent si on garde, entre autres, par exemple, l'intégrité d'un système écologique. Et donc, qui nous permettrait vraiment de voir si un projet vaut l'argent qu'on y investit ou pas.
Par rapport à ça, j'aimerais vous parler aussi d'une conférence climatique du Bakou, donc, qui voulait développer un nouveau matériel. Et là aussi, on a besoin de standards communs. Ensuite, on a besoin aussi d'une good governance et d'un suivi qui soit conséquent et qui accompagne les procédures et les projets depuis le début et qui soit séparé aussi, que les personnes qui fassent ces évaluations, ce monitoring, ne soient pas les mêmes personnes que celles qui mettent en œuvre le projet pour vraiment permettre un bon suivi et une transparence sur le tout. Entre autres, si des projets paraissent trop faciles ou trop pas chers du tout, à mon avis, je serais déjà critique par rapport à ça. Heureusement que la science n'est pas un sport individuel, mais d'équipe. Et donc, ici, j'aimerais vous présenter l'équipe de gens qui m'a soutenu dans cette présentation. Vous trouvez toutes les données dans le repositoire GitHub sous le lien ici. Et du coup, il ne me reste plus que dire May the forest be with you et bon courage. Merci beaucoup pour la belle présentation. Je pourrais encore t'écouter pendant des heures. On a encore le temps pour une ou deux questions. Donc, il y a une première question dans la salle. Tu avais dit avant, dans les présentations, le management de la forêt. Ma question est-ce qu'il y a des recherches sur le fait de vraiment juste ficher la paix à la forêt, sans rien faire du tout? Qu'est-ce que ça a comme effet sur les réductions de CO2? Une de mes collègues fait ses recherches sur ça là maintenant, donc je ne sais pas tout à fait ce qui va en ressortir. Il y a des études sur ça, mais il y a bien sûr ces tensions entre le fait de vraiment laisser la forêt faire ce qu'elle fait de mieux et puis laisser la nature se régénérer soi-même, versus le fait que nous, en tant qu'êtres humains, il faut qu'on soutienne le système et que on puisse vraiment, vu que nous, on est un facteur important dans l'accélération des changements climatiques, qu'il faudrait que nous aussi, on soutienne la nature pour qu'elle se remette de ces changements climatiques. Je n'ai pas de réponse claire par rapport à ça. Je pense que la réponse est quelque part entre les deux, qu'il faut qu'on laisse les forêts trouver leur équilibre par eux-mêmes, mais aussi en même temps qu'il faut trouver le bon moment pour intervenir si nécessaire. Encore une question. Comment je fais pour compenser mon prochain vol en Thaïlande? Dans l'idéal, tu ne voles pas du tout. Oui. Mais je ne vais pas vous dire que c'est juste de votre faute et qu'il faut renoncer à tout parce que ce n'est pas la solution finale non plus. Si tu décides de prendre cet avion, tu peux bien sûr investir une partie de ton argent dans des projets de compensation, mais il n'y a pas nécessairement besoin que ce soit des projets de forêt. Mon but était vraiment de vous sensibiliser au fait qu'il y a aussi peut-être d'autres projets qui pourraient être pertinents, qui soient transparents, qui soient bien évalués aussi. Et ensuite, il faudra que toi, tu prennes ta décision toi-même sur où tu veux investir ton argent. Merci beaucoup, Kirsten, pour la présentation. Et merci aussi d'avoir suivi.